Bienvenue à ce nouveau numéro de Plateau Spécial. L'actualité est tellement abondante, nous allons graviter autour de deux thématiques principales. Le coup d'État déjoué, quel est le rôle de l'Église catholique, la sortie du gouvernement et les défis sécuritaires à l'est du pays. On parle pour bien creuser ces sujets. Nous avons invité pour vous Jean-Bertrand Nkongolo, qui est habitué de ces plateaux spéciaux. Jean-Bertrand Nkongolo, bonjour et bienvenue dans ces plateaux spéciaux. Bonjour et merci de me recevoir. Voilà, vous êtes face à la presse nationale. Donc nous avons... c'est Octave Mukendi, l'Africa News. Octave, bienvenue. Merci, cher confrère. Et Kennedy Benda, Télé Plus. Merci beaucoup, Apollinaire Kasson. Voilà, à côté de Kennedy Benda, nous avons Oski Misenga, Face Télévision. Merci beaucoup, cher Apollinaire. Voilà, et de l'autre côté, à ma gauche, j'ai Christian Yamabou, Communication Plus. Merci Apollinaire Kassonga. On espère que chaque fois qu'on est en face de Jean-Bertrand Nkongolo, ce sont les minutes qui deviennent encore minimes parce qu'il a souvent beaucoup de choses à dire et on espère qu'aujourd'hui il va sûrement répondre à toutes ces questions étant donné qu'il va se retrouver entre les marteaux et l'enclume étant donné qu'il est catholique, il est politicien. Mais on va parler aussi des questions qui concernent l'Église catholique dans la situation actuelle du pays, notamment la situation sécuritaire avec ce qu'on a vécu comme incursion des assaillants. Je crois qu'il va tout dire dans quelques instants. D'accord. Et à ma droite, j'ai Jean Miema, panel Tosuma la télévision. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci cher confrère et merci aussi à M. Nkongolo d'être encore présent, surtout pour ces grands plateaux spéciaux. Toujours. Merci. Voilà. Jean-Bertrand Nkongolo, très bien habillé. Comme d'habitude, que voulez-vous? Congo Consultant, ce n'est pas une petite maison. Nous sommes une grande maison. Nous aidons les sans-voix. Nous défendons les faibles, les indulgents, les victimes de l'injustice. Très bien. Qui n'ont pas ceux sur qui s'appuyer pour faire valoir l'argument et dont les poches ne sont pas équipées pour aller vers ceux qui doivent dire le droit en vue de corrompre. Ils recourent à Congo Consultance. Nous les accompagnons pour décourager les vendeurs de signatures, les monnayeurs de décisions judiciaires. D'accord. Nous allons y revenir avec force de taille, allez-je dire. Je rappelle que vous êtes analyste politique, vous êtes libre penseur, vous êtes PCA de la Fondation Grand Kassai, vous êtes également directeur de cabinet de Christian Tshisekedi, c'est ça? Le baron national. Aussi, je suis coordonnateur général de la dynamique pour l'éveil de la conscience patriotique. Tous ceux qui vous parlent aujourd'hui, conscience patriotique, éveil patriotique, sont nés longtemps après nous. C'est comme ça que nous avons besoin de donner de la matière pour les outiller, parce que nous savons qu'ils en ont. Voilà, abordons notre première thématique, Jean-Bertrand Nkongolo. Donc, dernièrement, nous avons vu les assaillants qui ont fait l'incursion dans la résidence de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et jusqu'à pénétrer les palais de la nation, le bureau du chef de l'État. Un coup d'État, on peut commencer, on peut le faire à un ministre ou à un prétendant président de l'Assemblée nationale, ou on le fait directement au chef de l'État. Merci beaucoup, cher ami. Vous me donnez là l'occasion d'aborder les deux aspects de cette actualité, notamment l'aspect organisationnel et l'aspect procédural. Au niveau de l'aspect organisationnel, nous avons vu Feu Christian Malanga sillonner à travers les pays de l'OTAN à la recherche de soutien, qui se recrutent aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie,
au Vatican, dans l'Église catholique et ici au pays. Pour ce qui concerne l'Église catholique, elle a le rôle de conseiller stratégique de M. Christian Malanga, tel que M. Christian Malanga lui-même dit. Au niveau de cette organisation, où les anciens généraux qui sont partis avec Baramoto, Nzimbi et consorts, ont coalisé autour de M. Malanga et se projetaient de revenir ici, reprendre les commandes de l'armée, M. Malanga s'est vu posséder plusieurs armes. Les a-t-il achetées? Est-ce que c'était un cadeau? Est-ce que ça a été loué, emprunté? Mais au moins, il avait à sa disposition plusieurs armes. Monsieur Malanga, certains compatriotes disent que c'est un coup de théâtre. Comment voulez-vous qu'une ville de plus de 12 millions d'habitants, on vienne s'y aventurer avec à peine 350 personnes et tout ressemble à un théâtre? Pourquoi commencer chez Vital Kamerhe, chez la première ministre Judith, chez le vice-premier Bemba, au lieu d'aller s'attaquer directement au chef de l'État? C'est pourquoi je dois faire le distinguo entre l'aspect mandaté pour ça. C'est irresponsable. Il a un diocèse. Ce n'est pas la première fois que nous voyons un tel coup de théâtre. Souvenez-vous de M. l'abbé Apollinaire Madou. Il était tantôt fils de l'église, tantôt électron libre. Mais il ne jouissait que de la protection de son évêque. Ça ne faisait pas de lui moins prêtre que les autres. Il y en a qui ont élevé la voix contre l'exercice de M. Apollinaire à la CENI. Le chien aboie, la caravane passe, nous y sommes allés jusqu'aux élections. N'en déplaise à ceux qui donnaient de points de vue contradictoires. Je suis en train de vous démontrer que, au niveau organisationnel, l'Église catholique pleinement impliquée a reçu M. Malanga, a prié pour lui dans une église. Si ce monsieur est un électron libre, qui a cédé la paroisse? Nous parlons de la congrégation, l'organisation, la place de Saint-Pierre-et-Paul. Quand plusieurs structures de l'Église ne le reconnaissent plus et il ne peut pas engager l'Église catholique. Je vais aller à votre vitesse. Oui. À quel moment est-ce que l'Église ne le reconnaît pas? Parce qu'après Jean Val, quand la Cinco est allée dans l'opposition, la Cinco a refusé que le président de la République actuelle ait retiré sa signature. C'est au nom de cela que la Cinco est allée dans l'opposition. Quand il devait organiser la CENI, la Cinco s'est opposée. Aller jusqu'à demander à la confession religieuse, cette composante, de ne pas jeter son dévolu sur quelqu'un ressortissant de l'espace Grand Kassai. Toute la Cinco unanime. Pas question d'un vice du Grand Kassai à la tête de la CENI. La Cinco est passée à la vitesse supérieure, nous menaçant de mettre le pays à feu et à sang si on maintenait Kadima à la tête de la CENI. Il y a eu des tentatives de marche ici, approuvées totalement par la CENI. Vous aurez trouvé ça. Ça n'existe qu'au centre interdiocésain
et chez les membres de la SECO. Très bien, En Jean-Bertrand. réalité, sur le terrain, ça n'existe pas. Très bien, Jean-Bertrand Skongolo. Vous voulez ajouter quelque chose? Laisse-moi terminer ça, j'aime beaucoup. Allez-y. Alors, la SECO qui s'oppose, qui contredit, qui conteste l'élection de Kadima parce que, envers et contre tout, la composante religieuse a jeté son dévolu sur l'expert Kadima. Alors, la SECO nous a promis de s'ériger elle-même en une CENI parallèle. Ils ont menacé en disant, nous aurons nos bureaux, nous allons nous équiper de notre matériel et nous allons faire la promulgation des résultats parallèles bureau par bureau. Parole de la SECO. Et les élections ont lieu. La SECO voit que tout évolue normalement. La SECO augmente le degré de menace. Elle dit, si la CENI ne nous écoute pas, ça veut dire, quand on met cette CENI par la composante religieuse, la SECO annonce qu'ils ne veulent pas de cette CENI parce qu'eux veulent une CENI qui facilite l'alternance en 2023. Ça, c'est la SECO. Vous êtes journaliste, vous savez que par la bouche de M. Cholet, la SECO a dit qu'ils veulent, eux, d'une CENI qui permet l'alternance en 2023. Et ils ont dit, si les résultats qui seront prononcés ne se conforment pas à notre volonté, ça veut dire ne viennent pas soutenir la thèse de l'alternance, ces résultats qui contredisent, qui refusent notre volonté de changer la direction du pays, auraient préparé le lit de la contestation de la révolution du soulèvement populaire, qui suffirait tout simplement qu'un leader courageux en prenne la direction pour mettre le pays sens dessus, sens dessous. Parole de la SECO. Et du coup, la SECO avait deux cartes. La première carte était la carte réelle, était Christian Malanga, mais la carte apparente, Corneille Nangaa. Et comme Dieu n'est pas pris en otage par une soutane, par une toque ou par une canne, Dieu est Dieu, il reste souverain, il est plus grand, il aime tout le monde. Personne ne peut prétendre avoir le monopole de parler avec Dieu. Nous lui parlons, d'ailleurs, je lui ai parlé plus de 6 fois aujourd'hui. Aucun individu ne peut venir nous intimider comme si Dieu était son exclusivité. Ces gens ont induit M. Christian Malanga en erreur. Ils l'ont appelé tambour battant. S'ils t'ont dit qu'il faut lui couper, dis-leur que c'était difficile. Ils ont dit à M. Christian Malanga, viens, nous on va faire des prières avec des bougies rouges, nous serons au Vatican, tu vas voir tous les milieux les plus influents, même une balle ne peut pas percer ton corps. Comment vous pouvez adouber ça, Jean-Bertrand Skongolo? C'est comme ça que vous voyez Christian venir. Une équipe va chez son Excellence Madame la Première Ministre, une autre chez Jean-Pierre Bemba Gombo et une autre équipe chez Vital Kamerhe. Avec comme point de convergence le bureau officiel pour que la Première Ministre annonce le changement de main du pouvoir. Qu'elle dise le pouvoir a changé de main. Vous voyez, Jean-Pierre Bemba est d'accord, Vital Kamerhe est d'accord, le nouveau président s'appelle Christian Malanga. Mais pour que la fête soit totale, la SECO a pris la précaution d'aller laver les mains comme Ponce Pilate le vendredi. Ils ont improvisé de se faire recevoir par le chef de l'État pour montrer que ce que nous allons fêter le dimanche de Pentecôte, c'est la volonté de Dieu. Oui, nous avons fêté la volonté de Dieu ce dimanche-là. Ça veut dire, si un membre de la SECO t'appelle, il te dit qu'il veut prier pour toi, il fait des prières spéciales, tu vas finir comme Christian Malanga. Très bien, Jean-Bertrand Skongolo. Donc, je donne la parole. Si vous voyez que la balle ne pouvait pas pénétrer, aujourd'hui, on en est à fouiller le téléphone, à faire des contre-messages. Non, on a reçu comme tout fidèle, mais c'est pas tout fidèle qui voit les évêques. Pourquoi la SECO a gardé silence depuis Genval pour ne parler que quand on ouvre l'action judiciaire contre Ambong?
Ça, c'est la Senko. Voilà, j'accorde la parole à Jean Miema de Panel Tosongana TV. Alors, merci à chaque confrère et puis merci à M. Congolo. Vous avez fait l'étonnitage tout en démontrant noir sur blanc comment est-ce que la Senko, mais l'Église catholique via la Senko aussi, est impliquée dans ces coups d'État ratés. Je ne veux pas ici vous demander si vous en avez des preuves avec toutes ces affirmations que vous lancez ou vous donnez ici, mais j'aimerais un peu savoir. Et j'ai parlé avec ceux qui sont au pays pour qu'ils le reçoivent. Ça, c'est mon Seigneur. Je ne sais pas quelle autre preuve dois-je avoir. Et parler avec ceux qui sont au pays, c'est directement viser la Senko ici sur place ou bien d'autres couches? Non, parler avec ceux qui sont au pays, nous avons vu avec qui ils ont parlé. Ils étaient reçus par le cardinal Fridolin Ambongo et par le président de la conférence épiscopale nationale de Congo. Photo à l'appui. Marcel Outemi. Photo à l'appui. Je vous dis, essayez de rencontrer ces deux personnalités-là, vous verrez ce que ça coûte pour les voir. Au-delà des paroles de théâtre développées par l'enfant ici, c'est quelque chose. Non. Essayez. Mais c'est la même chose. Monseigneur Cholet. Appelez comme vous voulez. Moi, vous voulez me prêter ces épithètes-là? Non. Essayez, vous, de rencontrer ces deux individus. Vous verrez ce que ça vous coûte de les voir. Vous voulez voir Ambon, vous voulez voir Outemi. Je crois que le mois que ça peut vous prendre, c'est 4 ans. Mais si Malanga peut être aussi libre, de venir, de les rencontrer d'abord avec Akuma, ensuite de les rencontrer seuls, et que sa présence, quand il donne son planning de travail, on voit que c'est nécessaire de théâtraliser une harmonisation des vues avec le chef de l'État au moins 24 heures avant l'événement. C'est comme ça que on voit quelqu'un, en partant d'ici, il a fait un scandale, on voulait le mettre avec le pauvre, lui veut être avec les riches au salon. C'est avec ces paroles qu'il a quitté le pays. Ici, ses pères disaient non, il ne pouvait pas venir répondre parce qu'il était appelé ailleurs. Quand il revient, au lieu d'aller rencontrer le procureur qui a besoin de lui, qui lui a adressé une invitation, lui va voir le chef de l'État. On a le trafic d'influence. Il est invité par le parquet, lui va voir le président. Mais il y a une procédure parce qu'il y a quand même un accord signé entre le Saint-Siège et puis la RDC. Oui. Il y a des articles qui protègent un prince de l'Église comme l'évêque. Non. Avant qu'il y ait une réquisition de telle manière et telle autre, il faut d'abord consulter le représentant du pape, qui est le nonce apostolique. Hélas, je suis catholique, je sais de quoi je parle. Vous niez qu'il n'y a pas un accord cadre entre le Saint-Siège et les pays? Je ne suis pas un catholique d'hier. L'accord entre la République démocratique du Congo et le Saint-Siège stipule que si on veut poursuivre un membre du PNG, en même temps qu'on le poursuit, on informe le Saint-Siège à travers sa représentation. Et ça, ils étaient informés, eux-mêmes témoins d'abord de toute la démagogie déployée par le cardinal, de toute l'animosité qu'il a
qu'il affiche publiquement contre le président de la République et contre les institutions du pays, contre la gratuité de l'enseignement, c'est connu, c'est connu. Alors, vous avez dit l'Église, vous avez fait des affirmations dans la question, l'Église, elle est neutre, elle est au milieu du village, mais comment... Oui, mais c'est ça, l'Église est présentée avec cette figure-là. Comme c'est beau, j'aurais voulu que ce soit vrai. On a eu l'occasion, une précieuse occasion de le démontrer pendant la campagne électorale. En tout cas, je n'ai pas vu la Senco présenter plus d'un candidat au public. La Senco était rangée derrière un seul candidat. De suivre la Kachobwe, après les spectacles de Kingakati, on a vu la Senco à Kachobwe. Et au retour de Kachobwe, la Senco a tenu à la main M. Soriano. Non, mais Katou, par la personne c'est un chrétien fervent de l'Église catholique. Pas plus que moi. Il a tenu cet enfant. Il a tenu cet enfant à la main jusqu'à la paroisse Saint-Raphaël de Limité. C'était à l'occasion de la Pentecôte. Coïncidence. Cet individu était présenté à l'occasion de la Pentecôte et ce coup a eu lieu un jour de la Pentecôte. Et pendant l'office, il a prévu, ça n'existe pas dans l'Église catholique, de donner la parole aux fidèles. De dire, ça aurait été, on accueille les nouveaux venus. Ça s'expliquerait. Mais ici, c'était pour présenter singulièrement M. Soriano et dire aux fidèles qui étaient là, entre autres moi, Yewana, Bobetele Yéban. Jean Berkmas, nous avons beaucoup de sujets d'actualité. Je crois les autres amis de la presse. Si c'est ça la façon de faire l'église au milieu du village, moi je suis désolé. Voilà, j'accorde la parole à Christian Yamabou de la Communication Plus. Merci beaucoup Apollinaire. Jean Berkmas Congolo, souvent quand je me retrouve en face de vous, j'aime vous parler, vous poser des questions tout autour de cette église pour laquelle vous dites, vous resterez fidèle, vous êtes catholique, pas d'hier, pas d'aujourd'hui, pas même d'avant-hier, mais vous êtes fervent catholique. Aujourd'hui, si on vous cite, on vous parle de deux personnalités, le cardinal Fridolin Mbongo et Monseigneur Cholet. Quelle est votre réaction automatique? Qu'est-ce qu'ils représentent, les deux hommes de Dieu? Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? Très bien. Ils représentent d'une part la bouche de la Senco et le conseil stratégique de M. Christian Malamba. Ils sont les leaders de la contestation de la gratuité de l'enseignement. C'est tout pour vous, mais vous continuez toujours à être géré par eux à travers l'Église. Donc, toute l'Église peut croire à ce qu'ils disent aussi, parce que, vous voyez, aujourd'hui, vous les présentez comme la bouche de Christian Malanga, même si ils ne se sont jamais déclarés étant la bouche de Christian Malanga. Est-ce que vous serez d'accord avec les autres chrétiens catholiques, cette manière de traiter les princes de l'Église? Très bien. Vous avez commencé par dire qu'il me gérait au niveau de l'Église, il ne me gère pas. Personne ne me gère. Au niveau de l'Église catholique, nous nous gérons nous-mêmes au niveau des CFD, au niveau des communautés évangéliques de l'art, et là ils ne viennent jamais. Ils mettent pas leur pied. C'est peut-être les vicaires, quelques curés, quand ils ont le temps, un jeudi soir, ils peuvent débarquer dans une CFD pour quelques moments, ou sinon s'ils sont invités pour dire la messe. Nous nous gérons à ce niveau-là. Ils ne viennent pas là-bas. Et pendant une messe, si jamais vous vous retrouvez en face du cardinal Fridolin Mbongo, vous allez manger la communion? Attention, pendant la célébration eucharistique, c'est le Christ qui vient dans ce corps-là. C'est Jésus qui vient dans ce corps-là réaliser la substantialisation. La transformation, la transsubstantiation, c'est ça le mot. La transsubstantiation, c'est le changement du pain en corps de Christ, le changement du vin en sang de Christ. Transsubstantiation, cet individu est incapable de réaliser ça. Quel individu? N'importe quel individu qui soit, c'est le Christ qui incarne ce corps. Au moment particulièrement de la consécration,
pour procéder à changer le pain en corps et le sang et le vin en sang. Envoyé désormais par Christ pour me donner la communion, il me la donne. Et vous mangez? Je mange. C'est pas cet individu-là. C'est le Christ qui est là. Mais tu penses quoi? J'ai mangé la dernière communion hier. Très bien, Jean-Bertrand Congolo. Revenons sur les coups d'État déjoués. Parmi ces assaillants, on a retrouvé donc, les sujets américains, britanniques. Pour l'intérêt qui fait que le pays avait été vendu en 2013 par Hippolyte Kanam. Il a dit aux Américains, vous n'avez besoin de rien. Si vous voulez venir au Congo, vous pouvez venir, vous prenez tout ce que vous voulez sur l'ensemble du territoire congolais. Alors, pour donner le signal fort de cette acceptation, de cette offre qu'il a faite aux Américains, il a illustré cela par le vagabondage du Rwanda. Le Rwanda, la frontière n'existe que si le Congolais veut aller au Rwanda. Mais si le Rwandais veut venir au Congo, il n'y a pas de frontière. Soyez civil, soyez militaire, soyez membre des services de renseignement rwandais ou qui que ce soit, vous venez au Congo quand vous voulez, comme vous voulez, pour les raisons que vous voulez. En 2013, c'était le prix à payer pour faire taire les armes à l'Est. Et aujourd'hui, il y a des énergumènes ici qui ne comprennent pas que le pays était totalement cédé. Balkaniser veut dire donner un morceau, émietter pour donner. C'est ça, balkaniser. Mais ici, le pays était cédé. Les troupes rwandaises peuvent faire des bouclages, peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Il n'y a pas d'obstruction. Mais le Congolais, non, c'est à sens unique. Et pour prouver la bonne foi, le ministère de l'Intérieur, des Affaires coutumières, de la décentralisation, confié à cet homme ici, qui n'a de pasteur que le nom Azarias Rivero. Azarias Rivero, en dehors de ce nom-là, pasteur, il n'a rien d'un pasteur. C'est lui qui a pris la chose. Et la première tâche, il a vite organisé de découper Minembwe, l'ensemble des territoires querellés, et importer la population rwandaise pour venir occuper tout de suite, et y organiser même un pouvoir coutumier avec son oncle paternel en tête. Alors, quand vous voyez les pays de l'OTAN, avec en tête les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, et tous les poltrons des Polonais là, ils viennent comme les acolytes au pied des États-Unis, se servir d'apparence pour in fine servir les États-Unis. Le combat que la République démocratique du Congo est en train de mener aujourd'hui dans sa partie Est, c'est un combat qui l'oppose, qui oppose la République démocratique du Congo à l'armée américaine, déguisée en mercenaires, en rebelles, en... Quand vous dites, j'entends certains compatriotes dire, nous devons faire la guerre, c'est une chose. Ils disent, nous devons marcher sur Kigali, c'est encore une chose. Il faut gagner cette guerre. Nous devons gagner la guerre, c'est encore une chose. Mais en même temps, quand on dit que nous devons modifier la Constitution pour nous donner les moyens de le faire, là, ils ne sont pas d'accord. Pourtant, la Constitution empêche à l'État de défendre la terre, parce que ce n'est pas la terre de l'État. L'État exerce sa souveraineté sur ce territoire qui n'appartient à personne. Nous voulons que la Constitution dise clairement que le sol et le sous-sol sont une exclusivité de l'État congolais et quiconque ose y toucher est passible de la haute trahison et condamné à mourir. La loi Bakajika, c'est ça. Il faut la renforcer aujourd'hui. La loi Bakajika a dit le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Je dis le sol et le sous-sol sont l'exclusivité
de l'État congolais. Chadar a dit, au cas contraire, il y aura des répercussions incalculables si vous osez toucher la Constitution sans respecter la procédure. Ce n'est pas la première menace qu'il peut faire. D'abord, il avait quel pourcentage aux élections? Il n'a même pas existé. Alors, je suis en train de dire que cette Constitution, c'est le moment de la changer ou jamais. Parce que nous avons un président sérieux qui, tout en assurant la continuité des affaires de l'État, corrige les bavures du commandant Hippo en revenant sur toutes les décisions antipatriotiques qui avaient été prises en son temps. Aujourd'hui, la purge, le déboulonnage a permis à plusieurs messieurs ici de retrouver la route de leur nation véritable. Et on ne les voit plus. Ils étaient visibles au Pullman, Kempeskir, au Tana, Memling. Aujourd'hui, ils ont disparu. Moïse Nyarugabo, Azarias Ruberwa, Izima Karaha, Jean Mouniapenda, toute cette bande a disparu. Nous allons y revenir avec force détail dans des émissions un peu plus élaborées pour parler du changement de la Constitution. Je suis toujours prêt. Oui. Donc, un mot sur les services de sécurité qui ont laissé ces assaillants entrer. En croire le vice-premier ministre de l'Intérieur, ces assaillants seraient entrés à partir de la province du Congo central. Ne voyez-vous pas aussi la faiblesse des services de sécurité? Merci beaucoup. C'est une question tout aussi importante que les autres. Mais que je sache, il n'existe aucun pays au monde qui a le niveau de sécurité 100% garanti. Je vais rappeler que les États-Unis d'Amérique, la première démocratie, la première puissance mondiale, a été humiliée par Osama Ben Laden, qui a frappé, giflé, détruit ce qu'il voulait. Ils n'avaient que leurs larmes pour lui. Qui était devenu la sécurité, les frontières, le système Internet. Et ça a coûté des années pour neutraliser Osama. Ça, c'est les États-Unis, la première puissance mondiale. La Russie était victime des attentats en pleine guerre contre l'Ukraine. On a percé Parce que ces assaillants se sont comportés comme des investisseurs. Et c'est là peut-être qu'ils ont caché, leurs identités. Et les services habilités à les dénicher, ça doit être la NER, la DEMIAP et les autres. Je vous dis, FBI et tout ça n'ont pas pu neutraliser les disciples de Osama Ben Laden, qui eux ne se sont pas fait passer pour des hommes d'affaires, mais pour des passagers. Et c'est arrivé. Le pape Jean-Paul II a été tiré à 2 reprises au Vatican. Une petite cité fortement sécurisée, le niveau de sécurité 100% n'existe. Alors, ne voyons pas comme un coup de théâtre ce qui devait se passer. Oui, mais c'est ce que les nombreux racontent. Vous savez, quand on connaît un peu ce pays et son histoire, on se souviendra qu'en 2000, il avait suffi de 3 personnes, pas 30, pas 300. Ici, il y avait 350. Non, 3 personnes avaient suffi pour neutraliser Laurent Désiré Kabila. 3 personnes. Ici, on ne parle pas de 30, de 300, non, de 350. C'est déjà assez important. 3 individus, personne ne leur avait arboré une soutane pour leur imposer les mains, personne n'avait béni, personne ne les avait introduits dans les milieux influents. 3 petits aventuriers qui viennent, qui se font recevoir par le chef de l'État, qui laissent un cadavre derrière eux, ils disparaissent, on s'en rend compte plus de 40 minutes après. Ce qui s'est passé au niveau de notre palais de la Nation était dans le calcul. Quand un voleur vient chez vous, disent les Écritures, si on savait à quelle heure viendraient les voleurs, on prendrait les dispositions. Mais comme on ne sait pas à quelle heure il vient, tu peux être très attentionné quand tu fais le relâchement pour la petite pause ou pour un brin de sommeil, le voleur entre. C'est ce qui s'est passé. C'est le voleur qui sait que j'y vais, mais la victime ne connaît pas. Ce n'est pas que nous avons tout le temps un niveau d'alerte maximal. Non. Ce n'est pas que nous n'avons jamais de niveau d'alerte. Non, nous en avons.
Mais ils ont exploité ce moment. Est-ce que c'était un hasard? Y a-t-il eu des gens qui ont collaboré? Est-ce qu'il y a des complices à l'intérieur? Voilà pourquoi ça prend le temps. Il faut les enquêtes. Pour rétablir la vérité, nous montrer. Sinon, si on y était allé à la va-vite, on n'aurait pas connu Monseigneur Apouma. On n'aurait pas obligé la Senko à parler pour la première fois. Dire non, le cardinal n'a pas refusé de répondre, il était empêché. Et dire non, Madame, c'est un chrétien, nous pouvons recevoir tout chrétien. Mais celui-ci est très particulier, celui que vous avez reçu. On peut loger les gens chez soi, on peut être généreux. Mais c'est applaudir quand vous recevez Lucifer. Voilà, on referme ce premier volet Jean-Baptiste Mascongolo. Donc, abordons la deuxième thématique, celle sur la sortie du gouvernement et les défis sécuritaires. Octave Mukendi. Merci, chers confrères. Nous vivons dans notre pays, et ça c'est depuis 60. La formation du gouvernement, la sortie du gouvernement pose toujours problème. Le président de la République a prêté serment depuis janvier. Il a nommé le Premier ministre, la Première ministre, c'est une dame cette fois-ci, depuis le 1er avril. Aujourd'hui, nous sommes le 27 mai. Il n'y a toujours pas de gouvernement. Et le pays fonctionne. On va fonctionner toujours, qu'on soit toujours, puisqu'à la dernière nouvelle, ce sont les chefs des partis politiques qui veulent imposer les dictats, qui sont d'ailleurs son sénateur, député national. Et cumulard de fonctions. Cumulard. Et on va toujours prendre le pays en otage par les politiciens. Merci beaucoup. Je vais vous dire, je ne suis pas candidat à une quelconque nomination. Je ne dis pas que si je suis nommé, je vais décliner. Alors, je vais plutôt dire deux choses. La première concerne les familles des politiciens. La deuxième concerne les politiciens eux-mêmes. Je commence par les politiciens. Nos hommes politiques, c'est vrai que notre système, avec tout ce que vous venez de démontrer là, ça fait un temps, il n'y a pas de gouvernement. Ceci ne peut pas se passer au Congo-Brazza. Ça ne peut pas se passer comme ça en Ouganda. Ça ne peut pas se passer comme ça au Rwanda. Parce que le président du Rwanda a été élu avec 99,99%. Donc il n'y a que les gens qui mouraient ce jour-là, qui n'ont pas voté pour lui. Mais tous les enfants qui naissaient ont voté pour lui. Pourquoi est-ce qu'eux sortent facilement des gouvernements? Parce qu'ils n'ont pas de démocratie dans leur pays. Ce sont des dictateurs. Disons les choses sans avoir peur de mots. Combien d'années a-t-on géré la présidence au Congo-Brazza? Plus de 25 ans. Combien d'années Yoweri Museveni gère-t-il l'Ouganda? Plus de 25 ans. Combien d'années Kagame gère-t-il le Rwanda? Plus de 25 ans. Il n'y a pas d'exemple d'un pays autour de la RDC. Un exemple de démocratie où les choses se font autrement. Ça n'existe pas. Je n'encourage pas qu'on passe beaucoup de temps sans un gouvernement légitime. Non, je n'encourage pas qu'un gouvernement intérimaire continue à gérer les affaires courantes. Elles risquent d'être définitivement courantes. C'est ce qui n'est pas très intéressant. Les hommes politiques, regardez, pour aller en campagne, ils ont fait une coalition autour de leur champion. Ça se serait passé avec n'importe quelle famille politique. Maintenant, le poids d'une composante d'un parti est exprimé en termes de nombre de représentants à l'hémicycle. Bon, mais est-ce qu'on va laisser le pays être pris en otage par ceux qui ont une forte représentativité, quand on sait que pour avoir la forte représentativité,
c'était l'apanage des plus offrants. C'est la question. On peut avoir quelqu'un qui n'a pas de quoi offrir, mais qui est déterminé, qui aime la patrie, qui connaît, qui veut servir, mais on ne va pas le réduire au silence parce que sa poche est vide. C'est pas normal. Les amis, malheureusement, ça fonctionne comme ça en politique. Nous avons accompagné le président de la République. Il a gagné, il a été élu dans nos fiefs respectifs. Maintenant, c'est à son tour de nous rendre l'ascenseur. En politique, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. On ne va pas s'imposer et changer de bâton tant que vous n'aurez pas compris la pertinence du changement de la Constitution. Celui-ci est intelligent, c'est lui qui était réellement élu, mais la loi électorale parle du seuil. Voilà qu'on laisse celui qui avait 2000 voix, on fait passer celui qui avait 200. Seuil. Il n'y a que les changements de constitution qui peuvent permettre de modifier ça. Mais on reproche au chef de l'État d'être laxiste. Trop lâche. Il ne tourne pas sur ce. On a pris le pays en otage, ils le regardent, et ce sont eux qui font la loi. Pourtant, ils l'ont soutenu. Ces gens ne sont pas des esclaves du chef de l'État, ce sont ses partenaires. Pour aller en campagne, il n'a pas tourné sur eux, il a négocié avec eux. Aujourd'hui, il ne peut pas tourner. Il a négocié hier, il doit négocier aujourd'hui. Sauf qu'il a, lui, le monopole de définir le profil de qui peut venir, qui ne peut pas venir. Donnez-moi quelqu'un qui n'a jamais géré un portefeuille ministériel. Donnez-moi quelqu'un qui n'est pas trempé dans la mégestion, dans les détournements des deniers publics. Ça, il a le droit. Faites-moi la proposition, 2 dames, 1 homme. Sur les 3 noms que vous devez présenter. Ça, il a le pouvoir de le faire. Mais il n'a pas le pouvoir de dire à quelqu'un qui a ses députés, tu n'as pas droit au chapitre. Non. Ça, je suis désolé. Voilà. Maintenant, je voudrais dire aux familles des politiciens qu'elles doivent saisir cette occasion pour faire déjà toutes les revendications légitimes. Vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos parents se bousculent pour se positionner ou pour vous positionner. Vous attendez de fêter comme la famille de Christian Malanga attendait de fêter. Demain, ce qui va se passer, c'est que vous reviendrez devant nous avec un discours différent. Oyo Bisafati Atikaye, Abela Kamotema, mon médecin tous les 3 mois. Il faut pas payer Sandela qui est de poteau. C'est maintenant le moment de nous dire ça. Vous ne laissez pas les inaptes, vous ne laissez pas les voleurs, les bandits de vos familles se bousculer pour prendre les charges de l'État. Comme ça, quand ils vont voler, on les attrape, vous venez nous brandir leur maladie, vous revendiquez l'humanisme, vous savez qu'en ce moment-là, il existe le droit de l'homme. Et non, c'est maintenant le moment de donner conseil à vos parents, à vos beaux-frères, à vos cousins, qui veulent briguer pour dire allez-y, mais ne volez pas, ne vendez pas la signature. C'est le moment. Voilà, c'est le moment. Benda Kennedy Benda de Télé Plus. Merci beaucoup, Apollinaire Kasonga. Jean-Bertrand Kongolo. Ouais. Nous suivons avec vous, avec empressement, les informations de la République démocratique du Congo pour la sortie du gouvernement de Madame Judith. Hier, c'était Bahati Lukwé Bouki bloqué. Aujourd'hui, c'est Vital Kamerhe. Selon vous, quels sont les critères pour une nomination normale pour la publication de ces nouveaux gouvernements? Quels sont les critères pour vous, les profils pour répondre aux exigences de la population qui attend impatiemment ce gouvernement? Merci beaucoup. Il y a une sagesse qui dit qui a bu boira. Tout celui qui a déjà géré, qui a goûté au miel en assumant les fonctions officiellement, est d'office disqualifié. Parce que soit il a déjà volé, soit il s'est déjà laissé corrompre. Il faut ascenser les gens politiquement vierges. Pas à la manière du PPRD. On dit donnez-nous 3 noms
il donne le nom des deux anciens voleurs avec le nom d'un Atalab qui jouait, qui chantait sur la pelouse de la permanence. Là. Qui est ça? Et mon ami, vous aviez suivi sa première interview. C'était des briques qui ressemblaient un peu aux Français, qui n'avaient rien de français. Je pense que le critérium qu'il faudra mettre sur table doit tenir compte de la virginité politique. Vous savez, quelqu'un qui n'a jamais été ministre, qui n'a jamais eu de signature à vendre, il a une façon d'écouter assez différente. C'est vrai qu'il est toujours corruptible, faible et ainsi de suite, mais pas comme un expérimenté. L'expérimenté peut constituer un bouclier. Il demande à son ami, entouré de ses cousins, belles-sœurs et tout ce que vous voulez, qui disent, si vous voulez faire payer la dette intérieure, venez chez nous. Et là-bas, vous allez laisser les plumes comme si c'était eux, les titulaires de la créance, et vous comme le facilitateur ou le courtier. Sur 100%, ils exigent 60%. Des individus comme ça, vous pensez que leur donner la possibilité de venir, ils vont changer? Mais ceux qui ont travaillé avec vous, ce sont les mêmes personnes qui sont reproduites dans les gouvernements Ilunga, Ilunkamba et autres. Et jusque-là, nous n'avons pas un bon gouvernement qui peut avancer la République démocratique du Congo. Pouvons-nous tenir compte, faire toujours recours à ces personnes-là pour un nouveau gouvernement de Judith Suminwa? Non, ce n'est plus la même réalité. Les gouvernements antérieurs de Ilunkamba jusqu'à Samadou Condé, c'était une majorité subie. Ça veut dire le CNDP, le RCD, le M23, l'AFDEL, PPRD, toute cette mayonnaise-là avait, je ne sais pas moi, la majorité. C'est sur cette majorité-là qu'il fallait construire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La réalité n'est plus la même. On est retourné vers le souverain primaire. Il a vu exercer le nouveau président. Il s'est fait une opinion. Il a décidé de qui il pouvait voter. Ces gens qui viennent ne viennent plus tout en étant redevables au CNDP, M23, MCC, tout ce que vous voulez. Non. Ici, ce sont les gens qui viennent, qui savent que maintenant, nous allons donner de l'énergie au déboulonnage. Maintenant, nous allons permettre aux imbéciles et aux morts, ceux qui ne veulent pas changer, de commettre ça là. Alors, ici, c'est différent parce que le gouvernement de Mme Judith n'aura plus de majorités qui recommandent, les majorités empruntées qui viennent recommander. Ici, ce sont les majorités façonnées qui recommandent. Et le chef de l'État a le droit de dire, donnez-moi quelqu'un qui n'a jamais géré, de politiquement vierge, âgé de maximum 30 ans. Ça renouvelle tout de suite la classe politique. Les vétérans comme nous ici, on peut donner des conseils. Pensez-vous avec ces tiraillements entre acteurs politiques, nous pouvons aboutir à une solution adéquate? Je ne suis pas un voyant, je n'ai pas les atouts d'un prophète, mais j'analyse la situation. Je dis, ceux qui se bousculent aujourd'hui sont ceux qui ont accompagné le président de la République, c'est eux qui ont produit la majorité parlementaire, ils ont encore leur voix, ils ont leur droit au chapitre. Seulement, il faut orienter dans quelle mesure peut-on prendre en charge cette voie. Si vous recommandez quelqu'un qui a déjà géré autant de fois, pourquoi ça doit tourner autour de même personne, autour de même nom, autour de même famille, alors que les jeunes gens terminent les universités chaque année et ont besoin eux aussi de prendre la relève? Je crois que nous devrions, nous les aînés, prendre conscience que nous avons pris de l'âge, nous pouvons, de notre sagesse, assister ces jeunes gens sans être obligés de prendre leur place. Très bien, Jean-Baptiste Kongolo. Nous tendons lentement et sûrement à la fin de cet entretien. Donc, j'accorde la parole
Oski Misenga, Face Télévision. Apollinaire, et j'ai encore une fois de plus l'occasion de poser quelques questions à M. Jean Berkmas Kongolo. M. Jean Berkmas Kongolo, moi je vais vers le volet sécuritaire. Il n'y a pas plus d'une semaine, j'ai suivi, ou encore nous avons tous suivi, l'actuel président du Kenya, William Ruto, qui a déclaré que la situation sécuritaire à l'Est ne sera pas résolue avec une solution militaire, mais plutôt avec un dialogue franc entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23, et que ces rebelles n'ont rien à voir avec le Rwanda ou encore ne sont pas soutenus par Paul Kagame. Et dans une déclaration commune signée par Claude Lubaya ainsi que l'ancien candidat Setskikouni, l'ancien candidat au présidentiel de décembre dernier, Setskikouni, pour eux, les pays tendent vers un vide. Et qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce sujet? Merci beaucoup. La situation sécuritaire interpelle le président kenyan, Ruto William, dit qu'il n'y aura pas de solution militaire. La solution ne pourra être que diplomatique. Il faut négocier. Le gouvernement doit accepter de discuter avec les rebelles congolais et que il doit arrêter d'accuser le Rwanda comme soutien au Rwanda. Oui, William Ruto est celui qui a accueilli Corneille Nangaa pour créer l'Alliance Fleuve Congo dans son pays. C'est celui qui a accepté d'accueillir Christian Malanga quand il s'organisait pour venir. Je rappelle que le dernier escale de Christian Malanga, c'était à Nairobi, avant de venir ici. William Ruto a exprimé un point de vue qui ne passe pas pour une parole d'évangile. C'est un politicien. Quand on dit de quelqu'un qu'il est politicien, ça veut dire capable de réfléchir, capable de dire la vérité, capable de falsifier la vérité, capable de mentir. C'est ça un politicien. Alors, M. Ruto dit que la solution sera diplomatique, mais qui n'a jamais voulu de la solution diplomatique? La RDC a proposé en premier une solution diplomatique. Là où Ruto est très ridicule, c'est quand il dit que le Rwanda n'est pas impliqué. Non, le Rwanda est pleinement impliqué. Le problème, le dialogue va se faire entre le gouvernement congolais et les rebelles congolais. Qui sont les M23 notamment? Non, le M23 c'est la fabrication rwandaise. Alors qui sont ces rebelles congolais? Parce que tous les rapports démontrent clairement que les M23 c'est un groupe composé de Congolais. Aujourd'hui ils sont rejoints par Corneille Nangaa qui tient des meetings, qui se rend au marché, qui côtoie même la population des cités occupées. Non inquiété. Non inquiété. Ça prouve à suffisance que c'est un groupe rebelle congolais. Oui, oui. Si vous posez la question à la CPI, elle ne va pas vous donner la même affirmation. La CPI a eu le privilège de recevoir à Sébar des individus qui se sont comportés comme des Congolais ici, et il y avait des compatriotes prêts à mettre leurs mains à couper pour attester qu'ils étaient des Congolais, mais devant la CPI, ils disent qu'ils sont rwandais. Maintenant, je suis embarrassé. Je crois à la CPI, ces individus ont menti. À nous ou à la CPI, ça devient très compliqué. C'est pour dire la situation sécuritaire, nous voulons bien
d'une solution diplomatique, d'une solution négociée, mais en préservant notre identité, en préservant l'unité nationale, en réaffirmant l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Ça veut dire, nous récupérons nos terres et puis nous discutons. Entre-temps, vous faites venir une mission de la SADC pour attaquer, alors que ça n'avait pas abouti avec l'AEC, et maintenant vous invitez encore la SADC pour attaquer, et la SADC vient et retrouve que non, c'est difficile d'attaquer le M23 aussi longtemps qu'ils ont raison. Au fait, qu'est-ce que la mission de la SADC fait actuellement dans l'Est pour la population qui va vous suivre? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Merci. Qu'est-ce qu'actuellement cette mission-là est en train de faire? Au fait, la République démocratique du Congo n'a pas pour vocation montrer les biceps. La République démocratique du Congo veut recouvrer l'intégrité territoriale, rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble de son espace. Nous n'avons pas partisé avec qui que ce soit pour dire nous ne pourrons inviter qu'une fois ou deux fois. Non, nous inviterons les forces autant de fois que nécessaire pour recouvrer l'intégrité territoriale et restaurer l'autorité de l'État. Nous appellerons autant de fois. Actuellement, ce qu'il se passe avec les troupes de la SADC, c'est que ces troupes ne vendent pas les informations comme le faisaient les troupes de l'EAC. Et comme ça, vous verrez que la puissance de feu de nos forces armées et de Ouazalendo monte en flèche. Je crois qu'on devait faire une petite pause pour vanter d'abord les mérites des FARDC et Ouazalendo. Et pourquoi avoir recouru à la SADC? Merci beaucoup. Pour remplacer l'EAC qui était dans un mauvais rôle, qui vendait les informations, qui vendait les armes et qui trafiquait les minéraux. Ça au moins la SADC ne le fait pas. Mais au moins avec la SADC, elle ne combat pas, elle nous regarde combattre et nous n'avons jamais perdu. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ces numéros de plateau spécial. Vous qui nous prenez en cours, je rappelle que nous recevions sur ce beau cadre Jean Betmas Nkongolo, qui est libre penseur, qui est un analyste politique, promoteur des ONG de développement, directeur de cabinet de Christian Tshisekedi. Jean Betmas, voilà. Jean Betmas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, chers téléspectateurs, vous allez suivre ce programme sur nos chaînes partenaires. Communication Plus, Télé Plus, Face Télévision et Tosungana Télévision. Chers confrères, merci. Merci. Voilà, quant à moi, je vous dis au revoir. Bonne suite sur nos programmes.